Il est 19h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Tiemoko Diarasuba. À la une de ce grand journal, le secteur bancaire se porte bien en Côte d'Ivoire, même si le taux de bancarisation reste encore faible dans le pays. Information donnée par le président des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, l'APBFC, qui promet continuer à faire des efforts dans ce sens, mais aussi pour soutenir les PME. En Côte d'Ivoire, malgré la baisse des chiffres liés au décès du paludisme, la maladie reste un problème de santé publique. La 11e journée mondiale de lutte contre le paludisme est célébrée demain 25 avril autour du thème « Prêt à vaincre le paludisme ». Un réseau de coupeurs de route sévit fortement dans la région du Morono, de l'Indéni, Djouablin et de Gontougo. Récemment, des habitants de ces zones ont même perdu la vie. Les bandits qui opèrent de jour comme de nuit ont également emporté plusieurs fortes sommes d'argent. À suivre le reportage de notre correspondant dans la région. Et puis à Madagascar, le calme semble être revenu ce mardi dans la capitale après un week-end dernier de manifestations de l'opposition reprimée qui a entraîné la mort de 3 personnes et plusieurs blessés. Une opposition qui conteste les nouvelles lois électorales. Notre fait divers de ce soir, oui, nous parle d'un braquage qui s'est produit à la fonction publique de Côte d'Ivoire. Nous sommes le mardi 24 avril 2018. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire s'engagent à continuer à soutenir les PME ivoiriennes dans leur développement. Les banques vont poursuivre également leur implication dans la bonne marche de l'économie en Côte d'Ivoire, une implication qui doit rendre dynamique la politique de bancarisation dans le pays. L'Association des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire a effectué sa rentrée 2018 ce mardi même. L'Association des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire qui juge donc le bilan 2017 de son action satisfaisant. Ce regroupement entend rester sur cette lancée avec en toile de fond soutenir les PME, je vous le disais tantôt. Écoutez, Guy Coisan, c'est le président de l'APBFC. Un des plus grands chantiers que nous allons poursuivre, c'est le développement des crédits aux petites et moyennes entreprises. Notre tissu économique est essentiellement composé à 80-90% des petites et moyennes entreprises. Et aujourd'hui, je me félicite que l'ensemble de l'industrie bancaire reconnaît que cette clientèle est nécessaire pour elle parce qu'elle contribue à former de façon substantielle son compte d'exploitation. Nous avons compris que nous devons apporter notre contribution donc à ce pan de l'économie. Et voilà un des enjeux majeurs de notre mandat. Nous avions pris des engagements. Nous allons les jauger à la prochaine édition pour voir si chacun de nos membres a respecté les engagements qu'il avait pris. Et prendre de nouveaux engagements, toujours dans le sens du développement des financements en destination de ces PME. Guy Coisan, le président de l'Association des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. La session 2018 des programmes de stage de l'Agence des emplois jeunes est lancée et plusieurs jeunes âgés de 18 à 40 ans vont bénéficier de ce programme d'aide à l'embauche. L'objectif, c'est de permettre aux jeunes d'acquérir une première expérience professionnelle, mais aussi lutter contre le chômage. Koulibaly Nasseri est le directeur de cabinet du ministre de l'Emploi jeune et nous donne des précisions. Le programme de stage donne la possibilité aux jeunes d'être en situation de travail et d'acquérir les aptitudes professionnelles d'exercice d'un emploi. Il consiste à des mises en stage école pour la validation des diplômes, à des mises en stage pré-emploi des primo-demandeurs d'emploi dans les entreprises en vue d'améliorer leur employabilité et de leur donner une expérience professionnelle et un savoir-être devant favoriser leur embauche. Il est prévu, avec la contribution des entreprises, de mettre en œuvre des stages écoles au profit de 3500 étudiants et des stages pré-emploi de 4262 jeunes diplômés avec au moins 30% de femmes. Koulibaly Nasseri, le directeur de cabinet du ministre de l'Emploi jeune, nous nous excusons pour la qualité sonore de cet élément. Par ailleurs, les travaux d'aménagement du centre de valorisation et d'enfouissement technique avancent bien. Ce centre est une des étapes déterminantes d'un processus irréversible dans la modernisation de la chaîne opérationnelle de gestion des déchets solides, les ménagers et assimilés. C'est sur l'ensemble des territoires nationaux que le projet a lieu, et particulièrement dans le district d'Abidjan. Le premier casier devrait être livré au mois de juillet prochain avec les centres de transfert. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable était sur le terrain ce mardi. Les chantiers sont en bonne voie. C'est ce qu'on nous dit Abou Sila qui a suivi Madame le ministre pour nous.
La ministre a commencé sa visite par le site du centre d'enfouissement technique de Kosiouin. Là-bas, tout se passe bien et les opérateurs qui sont à la tâche comptent respecter le délai. Elle a ensuite mis le cap sur Nguédédou, voir les travaux de construction des centres de transfert. Là-bas également, les travaux avancent bien. La mise en service très bientôt de ces infrastructures permettra de gérer de façon rationnelle les déchets et de régler définitivement le problème de la décharge d'Akwedo, rassure la ministre Anne Désiré Ouloto. Nous avons un plan d'urgence qui nous permettra de procéder à la fermeture de la décharge publique d'Akwedo pour le mois de juillet. Et pour que la décharge ferme, il faut naturellement que nous ayons un site d'accueil pour les déchets de l'agglomération d'Abidjan. Ce site d'accueil, c'est le centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiouin. Et donc nous avons besoin d'infrastructures, de centres de groupage, de centres de transfert pour réduire les coûts de transport et faciliter le transfert des déchets vers leur destination finale, qui est Kosiouin. Plusieurs de ces centres sont en construction à travers le district d'Abidjan. On peut citer Gonzagueville, Bingerville, Adjamé, Yopougon-Nguédédou. Le site d'Nguédédou va abriter 2 centres de transfert. Jalel Nafti, directeur général de l'un des centres. Ici, c'est un centre de transfert. Donc le centre de transfert, il permet de transférer tous les déchets qui sont collectés dans le secteur 1, dans les 5 communes du secteur 1, et pour le transférer vers la décharge CET à 50 km. Rendez-vous est pris pour juillet pour la mise en service de ces centres. Les acteurs des comités de paix, de veille et des espaces amis des femmes de Bounois ont renforcé leurs capacités sur le mécanisme de gestion des conflits et de violences basées sur le genre. Un renforcement dispensé par le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité de Côte d'Ivoire. Méchac Steve. Après les différentes crises qui ont perturbé la cohésion sociale dans le Bunkani, la reconstitution du tissu social et économique demeure une préoccupation. Diabaté Fousseni, chargé d'études au cabinet du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, revient sur les thématiques abordées au cours de cet atelier. Nous avons abordé les thématiques de la culture de la paix, l'éducation à la culture de la paix, la prévention des conflits en mettant l'accent sur les mécanismes traditionnels et modernes. Nous avons aussi apporté des outils aux auditeurs pour les aider dans la gestion des éventuels conflits qui pourraient survenir. Et désormais, nous pensons qu'ils pourront aider les acteurs locaux pour que la paix soit une véritable réalité ici à Bouna. C'est un engagement de leur implication dans la prévention des conflits qui est exprimé ici par quelques participants. Camarades, par cette formation, je sens que le gouvernement pense à la population du Bunkani. Estelle Ngouan, assistante sociale au centre social de Bouna. Au sortir de cet atelier, nous allons rentrer dans les communautés pour pouvoir sensibiliser nos parents sur les conséquences des VBG, les conséquences des conflits. Nous sommes au Fatou. Nous sommes sur la formation pour aider la médiation de la République. Quand il y a les petits conflits, on peut gérer ça entre nous ici à Bouna. La mise en œuvre de cet atelier sur les mécanismes de gestion de conflits de 30 acteurs des comités de paix du Bunkani a bénéficié de l'appui de l'UNFPA et de l'UNICEF. Méchac Steve, Bouna pour Radio Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre, prêt à vaincre le paludisme. C'est autour de ce thème que l'on célèbre demain 25 avril, la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Chez nous, c'est le district sanitaire d'Abangoro qui va accueillir la cérémonie officielle. Alors que la question qu'on se pose, quel est l'état des lieux même de cette pathologie en Côte d'Ivoire? La réponse avec Kadi Diabaté Naounou. Le paludisme est en baisse en Côte d'Ivoire, nous disent les chiffres. Le nombre de cas et le taux de mortalité liés à la maladie sont passés respectivement de plus de 4 552 000 cas en 2016 à plus de 3 557 000 cas en 2017. Ces résultats sont encourageants et sont dus au renforcement des stratégies de prévention et de prise en charge du paludisme avec l'appui des partenaires comme le Fonds mondial. Un appui qui a permis la distribution de plus de 15 millions de moustiquaires imprégnés en 2017. En routine, les femmes enceintes et les enfants sont pris en charge gratuitement dans les centres de santé, sans oublier les adultes et les jeunes. Toujours dans l'objectif de mieux prendre en charge les populations, les agents de santé communautaire font la prise en charge du paludisme simple chez les enfants de moins de 5 ans dans les villages situés à plus de 5 km d'un centre de santé dans 52 districts sanitaires depuis 2016. Malgré ces efforts, le paludisme demeure un problème de santé publique. Aussi, l'OMS
Organisation mondiale de la santé souhaite que les pays s'attellent à son élimination d'ici 2030. Et selon le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, la Côte d'Ivoire a atteint en matière de prévention, après la campagne 2017, la couverture universelle avec plus de 15 millions de moustiquaires imprégnés distribués. La 11e édition, on le disait donc, sera célébrée demain. Ça sera l'occasion d'appeler à la mobilisation de plus de ressources pour parvenir à éliminer cette maladie en Côte d'Ivoire d'ici à 2030. Que préconisez-vous pour renforcer les stratégies de lutte pour l'éradication de la maladie? Abou Silla en parle avec vous demain, mercredi, sous le coup de 6h30 au 20 21 44 48 ou au 20 24 27 87. Le débat est aussi ouvert sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, non seulement, est donc tout attaché. On parle toujours de santé. Sachez que la Côte d'Ivoire compte quelques rares cas de malades atteints de trypanosomiase ou maladie du sommeil. On parle au total de 10 cas par an. De quoi a interpellé tout de même le programme national d'élimination de la trypanosomiase, autant pour moi, qui veut éradiquer complètement cette maladie. Pour y arriver, le programme de lutte a conçu un film de sensibilisation dénommé La maladie du bout de la piste. La présentation officielle du film en question a eu lieu hier à l'INSP d'Adjamé et c'était en présence de notre reporter Sorosita. La trypanosomiase ou la maladie du sommeil est une maladie très ancienne qui continue de causer des problèmes notamment au niveau social et économique. La transmission à l'homme est assurée par un insecte piqueur appelé mouche CC. Actuellement, la prévalence a baissé en Côte d'Ivoire. Le pays est à moins de 10 cas par an. Le ministère de la Santé veut aller à l'élimination complète de cette maladie. Kaba Draman, médecin à l'Institut national de santé publique. Les foyers sont situés donc dans le centre-ouest du pays, essentiellement dans la Maraoué. Nous avons donc dans les districts de Boisflé, donc Saint-Fra et Bonon, qui sont des foyers endémiques où chaque année il y a quelques cas. Autour de cette zone, il y a d'autres zones telles que Zoukoube, Vavois, etc. et même à Boissou. Donc nous mettons en place une approche One Health pour faire en sorte que rien ne soit négligé. Le film réalisé sera vulgarisé auprès des populations non seulement pour les sensibiliser, mais également les amener à adhérer aux activités du programme national d'élimination de la trypanosomiase. Le dossier du jour. On y arrive puisque c'est un titre phare de ce grand journal. Le grand banditisme est en train de gagner du terrain dans les régions du Moronou, de l'Indénié, du Hablin et du Gontougo. Il ne se passe pas de jours ou de semaines sans que les populations de ces régions ne soient victimes de braquages. En moins de 2 mois, 3 personnes ont été tuées par les coupeurs de route. Le bilan fait état de fortes sommes d'argent emportées par ces kidams. Richard Dibi est notre correspondant sur place là-bas. Il nous en parle dans ce reportage. La dorsale est de notre pays serait-elle devenue un mouroir pour les usagers de ces différentes voies? Il ne se passe en effet plus un seul jour où des honnêtes citoyens ne soient abattus ou dépouillés de tous les biens par des individus qui ont fait le choix de semer désolation et tristesse dans les familles. Ils ouvrent systématiquement le feu sur les véhicules en vue. Du Moronou au Gontougo via l'Indénié du Hablin, le schéma est identique. C'est avec le cœur suspendu que l'on emprunte des voies de ces différentes régions. Les exemples sont légion, mais seulement 3 cas les plus récents ont attiré notre attention. Nous voici sur l'axe Bonaoué-Yara, un paysan qui revenait des champs est froidement abattu par 4 kidams lourdement armés qui en même temps ouvrent le feu sur un véhicule type Massa en provenance d'Abidjan. Tous les occupants sont dépouillés de tous les biens, même les cartes nationales d'identité sont emportées. Déportons-nous cette fois-ci dans la région du Gontougo, précisément dans le village de Brendoukro, sur l'axe Kounfao-Tanda. Là, c'est une grosse prise. C'est un véhicule de transfert de sous de la société Brinks qui tombe dans une embuscade. Les 3 occupants du véhicule sont mitraillés à l'arme lourde, bilan un mort des suites des blessures, quand les 2 autres en très mauvais état sont conduits à l'hôpital de Kounfao. Des jeunes gens rencontrés à Kounfao et à Kotogwanda nous relatent les faits. C'était une voiture de 10 tonnes qui avait posé embuscade entre Broukro et Brendoukro. Donc quand ils sont arrivés, les gars ont commencé à tirer. Eux aussi ils étaient dans la voiture. Après ils ont pris des marteaux et des cailloux, ils ont cassé les vitres et ils sont passés par les vitres pour tirer sur celui qui est mort. Après ils ont pris de l'essence
pour mettre autour de la voiture. Quand les gens voulaient brûler, c'est là qu'ils aussi sont sortis de la voiture et les gens ont commencé à les mitrailler. L'autre, il a vraiment reçu plusieurs balles à la cuisse. Il y a une fracture même du fémur. Apeuré, les populations ne donnent plus que d'un œil. Actuellement, nous sommes très inquiets. Il faut que le gouvernement ivoirien nous aide, sinon c'est difficile. On ne peut même pas parler au champ. La nuit, on ne peut pas dormir. Autre fait plus récent, dans l'un des nids sur l'axe Bengrou-Zarano, l'un des chauffeurs du commerçant Michel Richkala est abattu à bord de son véhicule au niveau du village de Boka-Kokoré alors qu'il revenait d'une mission dans la zone. Son apprenti a lui reçu plusieurs balles au niveau de l'omoplate, mais serait en vie. Comme on le voit, le tableau est sombre. Que faire pour mettre un terme à cette tuerie en cascade dans ces trois régions qui demeurent pourtant les mamelles économiques de notre pays à travers leur grande production de cacao, d'anacarde et de vivriers. En tout cas, si rien n'est fait, c'est l'économie nationale qui prendrait un véritable coup de massue. En Madagascar, précisément à Antananarivo, la situation a semblé s'apaiser ce mardi, contrairement au week-end qui, lui, a été particulièrement agité avec une manifestation réprimée samedi ayant vu la mort de 3 personnes et une vingtaine de blessés. Ça a suivi un discours présidentiel très ferme en réponse dimanche soir et puis hier une marche funéraire ayant rassemblé des milliers de personnes en mémoire des manifestants tués. La cause de toutes ces tensions sont les nouvelles lois électorales censées régir la prochaine présidentielle et contestées d'ailleurs par l'opposition. Selon RFI, la vie a repris son cours aux abords de la place du 13 mai ce mardi. Donc, pas de forces armées et de routes barrées, seulement les habituels vendeurs de rue et chauffeurs de taxi garés un peu partout. Les boutiques ont même rouvert, les clients vont et viennent. Le syndicat des fonctionnaires de l'éducation de Madagascar ou encore le syndicat de la compagnie d'eau et d'électricité de la Grande Île font partie de ceux qui appellent à rejoindre le mouvement. Disons-le tout net, ils sont nombreux à avoir appelé à rallier l'opposition. Et c'est sur cette information que nous mettons un terme à cette première partie de ce grand journal, la seconde étant réservée aux faits divers. Mais avant d'y arriver, retenez pour l'essentiel que le secteur bancaire se porte bien en Côte d'Ivoire, même si le taux de bancarisation reste encore faible dans le pays. Information donnée par le président des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, la PBFC, qui promet continuer à faire d'ailleurs des efforts dans ce sens, mais aussi à soutenir les petites et moyennes entreprises du pays. En Côte d'Ivoire, malgré la baisse des chiffres liés au décès du paludisme, la maladie reste un problème de santé publique. La 11e journée mondiale de lutte contre le paludisme est célébrée demain 25 avril autour du thème prêt à vaincre le paludisme. Un réseau de coupeurs de route sévit fortement, c'est le cas de le dire, dans les régions du Moronou, de l'Indénie, du Douablin et de Gontougo. Récemment, des habitants de ces zones ont même perdu la vie. Les habitants, sinon les bandits qui opèrent de jour comme de nuit, ont également emporté plusieurs sommes d'argent. Et puis, je vous le disais, à Madagascar, le calme est revenu ce mardi après le week-end très agité à cause des manifestations de l'opposition. Opposition donc qui dit ne peut être d'accord avec les nouvelles lois électorales.